Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le GIE Oumou Muntaga Tall des Parcelles Assainies remporte le Grand Prix du Président de la République pour la promotion de la femme. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi au Grand Théâtre National. C'était en présence du chef de l'État. Préparatif du Maouloud 2012, le ministre de la Famille Aïda Mbodj et de la Solidarité nationale Aminata Lo était à Tivaouane pour apporter l'appui de l'État dans ce dossier Gamou. Nous irons également à Thiès, à Mbelleré, à Saint-Louis, entre autres. Parlons d'abord de la remise ce mercredi du Grand Prix du Président de la République pour la promotion de la femme. Ce prix d'un montant de 20 millions de francs CFA est remporté par le GIE Oumou Muntaga Tall des Parcelles Assainies. La cérémonie s'est déroulée au Grand Théâtre National sous la présidence du chef de l'État, Khalisek. Ce mercredi, c'est une pluie de distinction qui a arrosé le Grand Théâtre National. D'abord avec le Grand Prix du Président de la République pour la promotion de la femme qui est allé cette année au GIE Oumou Muntaga Tall des Parcelles Assainies. Prix d'un montant de 20 millions de nos francs. Madame Aïda Mbodj, ministre d'État, ministre de la Femme, a été elle aussi distinguée par le club Sorna avec le prix Sorna Leadership Féminin. Madame Aïda Mbodj qui doit cette reconnaissance à l'originalité de son idée, ma carte, ma caution. Cette année, le thème choisi était autonomisation de la femme et leadership féminin, expérience novatrice dans le développement. Et Madame Anaba, présidente du jury de l'édition 2011, a dans son adresse mis un accent particulier sur les pas de géant franchis par notre gouvernement dans la promotion de la femme. Ce prix attribué par Monsieur le Président de la République traduit une volonté politique et marque tout l'intérêt que le gouvernement du Sénégal accorde à la promotion de la femme sénégalaise. En effet, le combat pour le développement de notre pays ne peut être gagné que si la précieuse contribution des femmes est reconnue, valorisée et soutenue. Cette contribution a besoin d'un contexte politique, économique, social et culturel leur permettant d'exploiter, de réaliser au mieux leur potentiel dans toutes les sphères de notre économie nationale. Ainsi, les nombreux acquis soutenus sur le plan institutionnel et juridique, dont le plus récent est l'adoption de la loi sur la parité dans les fonctions électives, découle de l'émergence d'un mouvement associatif dynamique qui a pris conscience de ses droits et devoirs pour mieux assumer son rôle et ses responsabilités. La qualité des réalisations des organisations de femmes autour d'activités liées à l'agriculture, à l'élevage, l'environnement, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, sans oublier l'artisanat et l'entrepreneuriat féminin, mais aussi l'évolution progressive des prix décernés de 1990 à nos jours, passant de 5, 10, 15 à 20 millions de francs aujourd'hui, en sont une parfaite illustration. Aussi le thème retenu pour cette édition 2011, autonomisation et leadership féminin, expérience novatrice des femmes dans le développement, trouve-t-elle toute sa pertinence dans le souci pour le ministère de la Femme et des organisations féminines d'évaluer, de soutenir et d'encourager les expériences réussies des organisations féminines qui constituent un levier fondamental dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. La femme sénégalaise n'est plus à promouvoir puisqu'entre 2000 à nos jours, le gouvernement a fait des réalisations qui parlent d'elles-mêmes. Constat fait par Maître Abdoulaye Wade. Sans vouloir rappeler ici toutes ces réalisations, je fais remarquer tout simplement qu'en 40 ans de gestion de l'État, mes prédécesseurs n'ont nommé aux fonctions ministérielles qu'une dizaine de femmes, alors qu'en
en seulement 12 ans de présence à la tête de l'État, nous avons déjà nommé plus de 30 femmes à ces mêmes fonctions. Sans parler de celle qui a été Premier ministre pour la première fois de l'histoire de notre pays. Et dans ce cadre, ma satisfaction réside dans le fait que ces femmes, dans leur écrasante majorité, ne m'ont jamais déçu lorsque je leur ai confié des responsabilités. Au contraire, elles m'ont parfaitement convaincu que je ne me suis pas trompé dans mon choix. C'est dans cette même veine qu'après avoir consacré plusieurs dizaines de milliards de financement des activités économiques des femmes et par l'acquisition de matériel d'allègement de leurs travaux, j'ai jugé utile et pertinent d'accélérer le processus de rattrapage du gap qui sépare les femmes des hommes. Quant à leur présence, notamment dans les instances de décision comme les chambres parlementaires. C'est donc tout le sens qu'il faut donner à la loi sur la parité qui exige désormais à tous les partis et alliances politiques d'investir sur leur liste autant de femmes que d'hommes pour toutes les élections. En concrétisant toutes ces actions en faveur des femmes, même si je me reconnais de mon statut d'avocat et de défenseur convaincu de la femme, j'ai voulu aussi leur témoigner toute ma reconnaissance pour leur confiance et leur sincère compagnonnage. En effet, les femmes ont été au cœur et au premier plan dans mon combat pour l'accession au pouvoir. Et personne ne peut nier ici le rôle prépondérant dans le succès politique et démocratique obtenu en 2000, succès réitéré en 2007. En attendant, je voudrais féliciter la lauréate de cette année, en l'occurrence le GIE Oumou Muntogatal, pour ces belles performances qui ont séduit et convaincu le jury à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, je voudrais plus particulièrement féliciter les membres du jury national pour leur travail remarquable qui a été rapporté tout à l'heure et restitué par la présidente du jury, Madame Anaba. Je voudrais féliciter Madame Aïda Mbodj d'avoir choisi pour présider le jury Madame Anaba. Pourquoi? Parce que Madame Anaba est une femme qui est en plein cœur de l'activité économique du Sénégal. Madame Aïda Mbodj, je ne sais pas s'il faut encore continuer à la féliciter, à l'encourager, parce qu'elle a tellement fait de choses. Et surtout, ce que j'apprécie en elle, c'est sa volonté constante de défendre les intérêts des femmes. Surtout lorsqu'il y a des arbitrages financiers, elle ne se décourage jamais. Elle est l'avocate des femmes lorsqu'on traite les questions budgétaires. Et croyez-moi, c'est une bonne avocate. Considérant le soutien qu'elle a des femmes du Sénégal, qui toutes portent leur espoir sur elle, j'ai décidé
l'année prochaine d'augmenter de manière substantielle les moyens de son département. C'est aussi une femme pleine d'imagination. Quand elle a lancé l'opération Ma carte, ma caution, j'étais surpris. Mais comme je lui faisais confiance, je l'ai encouragé et cela a été un succès extraordinaire. Au Grand Théâtre, il y avait certes une pluie de distinctions, mais aussi de décibels. Coumba Gawlo Seck et autres voix de rossignol ont enflammé la salle. Le président de la République au Grand Théâtre National. La diversification agricole, une réalité dans la zone du lac de Guiers. Le travail de la terre a convaincu les candidats à l'émigration à rester au pays. Il faut cependant noter que la riziculture connaît quelques difficultés. Le ministre de l'Agriculture a effectué une visite dans la localité de Par, Bachirba. Par localité située près de Richard Toll, zone dotée en potentiel agricole. La terre et l'eau y sont abondantes. Les populations croient à l'agriculture. El Hadj Penny y a entamé une culture de bananes biologiques. Il dispose aussi d'un champ de patates et emploie près de 50 personnes qui sont rémunérées. Les résultats sont visibles. C'était un véritable fermier que nous avons vu, qui fait plusieurs choses et qui alterne ces choses-là d'une façon tout à fait synchrone et de façon intelligente, qui fait de la patate avec des rendements extrêmement importants, qui expérimente de nouvelles variétés qui peuvent demain nous ouvrir les portes de l'exportation. Dans une autre parcelle, le même cultivateur s'occupe du fourrage. Les bêtes, plus d'une centaine, y broutent de l'herbe pendant presque toute l'année. Mes vaches rentrent dans le périmètre pour brouter une partie de l'herbe. Après, je leur interdis cette partie que je me mets à entretenir avant que les bêtes n'atteignent l'autre extrémité. La première partie aura reverdi. La production de fourrage permet d'entretenir les bêtes dans de meilleures conditions et surtout de lutter contre la transhumance et par conséquent de libérer un maximum de terres qui seraient disponibles pour l'agriculture. À quelques kilomètres de là, les populations ont été convaincues du bien fondé d'un retour à la terre. Des familles ont comparé les revenus tirés de l'agriculture à ceux tirés de l'émigration. Les gens se sont rendus compte qu'en réalité, ce qu'ils sont allés chercher à l'extérieur, quelquefois dans des conditions terribles, au péril de leur vie, en réalité, ils peuvent l'avoir ici. Pour peu qu'on s'organise, pour peu qu'on aménage, et pour peu également qu'on les accompagne. À part la diversification de l'agriculture est une réalité, des périmètres rizicoles sont disponibles, mais des inondations sont venues détruire ces terres. Il faudra songer à réhabiliter une partie du périmètre qui est complètement abîmé et qui est devenu donc improductif. J'ai demandé à la CED de regarder ça de près et de me faire un rapport pour que au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, nous voyons ce qui peut être fait pour permettre à ces riziculteurs de poursuivre leurs activités et de contribuer à l'autosuffisance en vie. La visite a permis de faire l'état des lieux. Le ministre et ses techniciens ont échangé avec les habitants. Les acquis seront consolidés et des solutions apportées aux différents problèmes. Reportage signé Bachirba. Je vous donne à présent lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi 2 février 2012. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 2 février 2012 à partir de 11h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République. À l'entame du Conseil, le président de la République a condamné les actes de violence qui ont marqué les dernières manifestations de l'opposition malgré leur non-interdiction par les autorités administratives compétentes. Il a regretté profondément les débordements qui ont malheureusement fait des victimes. Le chef de l'État a demandé au Conseil d'observer une minute de silence à leur mémoire et de formuler des vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées. Il a lancé de nouveau un appel au calme et à la sérénité et invité les responsables politiques et les militants des différents partis à la retenue et au sens de la responsabilité. Le chef de l'État a ensuite fait part au Conseil
conseil des audiences qu'il a accordées à M. Raimundo Pereira, président de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau, son Excellence Nicolas Normand, ambassadeur de France à Dakar, M. Seyni Sen, président de la Chambre de commerce de Louga, une délégation des syndicats des transporteurs routiers en compagnie du ministre chargé des transports terrestres, une délégation d'enseignants en compagnie du ministre chargé de l'enseignement moyen secondaire, une délégation des délégués des lycées de Dakar, une délégation de la société Bioate en compagnie de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, une délégation des concessionnaires du nettoiement en compagnie du ministre d'État, ministre du cadre de vie. Au titre de ses activités, le chef de l'État a informé le Conseil avoir présidé la cérémonie de remise de diplôme aux magistrats de la promotion 2011, la cérémonie d'inauguration du Petit Train Bleu et la cérémonie de réception des taxis Skoda. Le président de la République a également présidé les cérémonies consacrant le Grand Prix du chef de l'État pour les arts et les lettres, le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation technologique et le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme. Le président de la République a adressé ses vives félicitations au ministre d'État chargé de l'Industrie, au ministre d'État chargé de la Culture et au ministre d'État chargé de la Femme pour la parfaite organisation de ces 3 manifestations. Dans sa communication, le Premier ministre a informé le Conseil de la cérémonie officielle d'ouverture de la 7e édition du Festival national des arts et culture FESNAC qu'il a présidé à Saint-Louis en présence du ministre d'État chargé de la culture. Cette édition, a-t-il indiqué, est placée sous le thème du cousinage à plaisanterie, instrument par excellence de concorde et de pacification des rapports sociaux. Le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Monsieur Gata Souleba, ingénieur environnementaliste, précédemment conseiller technique à la direction de l'environnement et des établissements classés, et nommé directeur des établissements classés au ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Vous pourrez donc trouver l'intégralité de ce communiqué comprenant la partie consacrée aux interventions des ministres dans le site de l'agence de presse sénégalaise. La suite de l'actualité des produits cosmétiques Made in Kédougou, désormais sur le marché national, dénommé Karité Diema. Le label favorise le karité et offre une gamme variée de produits après l'Europe. Les produits donc ont été lancés hier au Sénégal par le ministre d'État en charge des mines. Le pari réussi par le GIE Femmes pour la planète, 3 années seulement après sa création. Ousmane Garifay. Du haut de sa tribune, elle n'a pu s'empêcher d'écraser une larme. Son nom, Djemé Ndiaye, la Kédovine qui avait fait de la labellisation du karité un pari fou, arrive aujourd'hui au bout de l'effort. Avec à la clé le succès de ses produits haut de gamme, dénommés Karité Diema. J'ai eu l'avantage de mettre au point des produits cosmétiques naturels, haut de gamme, sains et efficaces, sans parabènes et sans parfum, qui ne nuisent ni à la personne ni à l'environnement. Récemment, j'ai développé encore un soin réparateur contre les effets désastreux des cosmétiques chimiques et de blanchiment de la peau. Après avoir pulvérisé des records de vente dans les rayons d'Europe, les produits partis de l'intérieur des terres de Kédougou font leur entrée officielle dans le pays. Premier à tirer le chapeau, l'édile de la ville. C'est merveilleux ce que vous montrez là, cette gamme-là. En Suisse, un peu partout, dans tous les grands magasins en Europe, avec le label de qualité. Et si on se réfère à ces femmes, la chaîne de valeur, mais nous sommes vraiment réconfortés et nous savons qu'à partir de Kédougou, qu'à partir de ces cases, on peut faire de grandes choses. Encore une fois, bravo pour le chemin que vous montrez. Madame Ndiaye, sachez qu'à Oromine, nous sommes d'autant plus à l'aise pour vous accompagner dans cette œuvre utile et généreuse qu'elle cadre parfaitement avec nos préoccupations sociétales, notre engagement citoyen d'entreprise socialement responsable, c'est-à-dire soucieuse de la préservation de l'environnement et du bien-être de la population haute et surtout de sa frange féminine qui en constitue le ventre mou. En appui au projet porté par Djemé Ndiaye, il y a la SCA, la stratégie de croissance accélérée. Une grappe entière dédiée aux produits locaux dont la valorisation du karité demeure l'épine dorsale. En procédant au lancement du label aux côtés du ministre d'État, son directeur s'est disposé d'un exemple à promouvoir. Et donner en témoignage aujourd'hui le modèle de Karité Diema comme étant un modèle de développement endogène qui montre qu'à partir des produits de chez nous et bien de chez nous,
il est possible de conquérir nos parts de marché dans le monde. Décorée à Séoul, primée à Genève, celle qui repousse sans cesse les limites de l'innovation depuis la création de son GIE, arrive aujourd'hui au pays avec les honneurs. C'est une consécration pour elle, pour ce qui concerne son pays. Je voudrais vraiment me réjouir de cela, la féliciter et lui dire tout l'accompagnement que le gouvernement va lui apporter. Nous avons, au nom du président de la République, déjà remis une plateforme multifonctionnelle. Nous allons, dans le cadre du Fonds social minier, essayer d'acquérir une presse d'un coût total de 10 millions de francs CFA que nous allons mettre au nom du chef de l'État à la disposition de ces femmes de Kédougou. À travers ces produits cosmétiques, le label couronne les efforts des femmes de Kédougou, rappelle le ministre d'État. En application des directives du chef de l'État, Abdoulaye Baldé assure que rien ne sera ménagé pour mettre davantage à disposition le Fonds social minier pour accompagner toutes ces femmes de Kédougou qui ont opté pour l'entrepreneuriat. Voilà, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit du ministre conseiller porte-parole du président de la République, M. Serine Bakendiaï. M. Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Là, vous êtes venu nous parler de l'actualité de ces derniers jours. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le chef de l'État était hier au Grand Théâtre pour les besoins du Grand Prix pour la promotion de la femme. Il aurait minimisé les pertes en vies humaines, donc, lors des manifestations de mardi dernier, manifestations de l'opposition. Qu'en est-il exactement? Merci madame. Je pense, connaissant quand même la personnalité et la sensibilité du président Abdoulaye Wade, personne ne peut penser un seul instant qu'il puisse minimiser des morts, surtout des morts de Sénégalais. Vous l'avez vu d'ailleurs ce matin en conseil des ministres, une minute de silence a été observée à la mémoire de ces disparus, que nous regrettons profondément. Et hier, au cours justement de cette manifestation, le président répondait à une question relative aux diverses manifestations que nous avons connues, a dit qu'effectivement que c'est une brise, mais il n'y aura jamais d'ouragan au Sénégal. Ça, c'est en relation avec les manifestations. Mais dire que le président Wade a minimisé les morts, c'est quand même un peu trop. J'ai suivi un jour un reportage et à l'occasion une personnalité de l'opposition, je me garde de citer le nom, une dame, disait que pour la première fois, et c'était pour critiquer le président Wade qu'elle le disait, pour la première fois je vois un chef d'État qui va à des cérémonies religieuses, qui va à des décès, qui va à des baptêmes. Juste pour dire, est-ce que pour moi c'était réconfortant de savoir qu'enfin nous avons à la tête de notre pays un véritable Sénégalais qui se soucie du sort des Sénégalais, qui va à toutes les manifestations, vous l'avez vu tous les jours au quotidien, aller présenter des condoléances. N'eût été d'ailleurs la situation actuelle, je pense, qu'une délégation serait rendue auprès de ces familles-là pour présenter des condoléances, comme on l'a fait tout récemment, quand il y a eu ces événements de Sangalkam, le président Wade non seulement a envoyé une délégation sur place, mais a reçu même la famille du regretté Malick Ba. C'est dire que véritablement c'est des déclarations dénues de tout fondement. Ce que le président a minimisé, c'est effectivement les manifestations qu'il y a eu à Dakar. Et je pense que c'est à juste raison. Le Sénégal compte 14 régions et près de 500 collectivités locales. Et les manifestations que nous avons connues et que nous regrettons encore ont eu lieu dans quelques villes du Sénégal. Un maximum de 10 localités ont connu des perturbations. Et pas sur toute l'étendue de ces localités d'ailleurs. C'est pour dire effectivement que nous regrettons les violences que nous avons connues, mais par rapport à l'étendue du Sénégal. C'est pourquoi hier d'ailleurs sur un plateau de télévision, je disais à un de vos confrères, ayons un peu de respect pour les Sénégalais. On ne peut pas prendre quelques manifestations qu'il y a eu dans quelques localités du pays pour dire que le pays est à feu. Les Sénégalais qui sont à l'extérieur s'affolent parce qu'ils voient le feu un peu partout. Et vous avez constaté que souvent ces manifestations, les feux qu'on vous montre c'est la nuit, mais jamais en plein jour. Tout ceci pour dire que il faut savoir raison garder, il faut revenir à la paix, à la sérénité et ne pas essayer de créer dans ce pays des situations qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont tendance à perturber la quiétude des Sénégalais, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils savent ce qui se passe, ils savent que les Sénégalais vaquent à leurs occupations sans grande difficulté, mais ceux qui sont à l'extérieur ont tendance à penser que nous sommes dans un pays à feu et à sang alors qu'il n'en est rien. Parlons justement de ce qui se passe de l'extérieur. Comme vous dites, la communauté internationale s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. La sortie du ministre des Affaires étrangères française, donc Alain Juppé, qui a parlé de changement de génération. Quel est votre commentaire? Alors, mon commentaire est que Alain Juppé et le président Abdoulaye Wade émettent exactement sur la même longueur d'onde.
ça va vous surprendre peut-être, compte tenu de la question que vous venez de poser. Ils émettent sur la même longueur d'onde dans la mesure où Alain Juppé, en faisant cette déclaration à l'Assemblée nationale française, parce que comme vous le savez, tous les mercredis, le gouvernement français est à l'Assemblée nationale face au Parlement. Il savait que le Conseil constitutionnel du Sénégal avait déjà validé les candidatures. Donc en parlant d'alternance générationnelle, naturellement, il ne voulait pas parler, et ça je peux vous dire que j'ai des informations de sources absolument sûres, que Alain Juppé ne parlait pas de ce mandat du président Abdoulaye Wade, parce qu'il sait de toute façon qu'Abdoulaye Wade est candidat en 2012. Donc ce qu'il voulait dire, c'est qu'à partir de ce mandat de 2012, Abdoulaye Wade doit maintenant penser à l'alternance générationnelle. Mais ça, Abdoulaye Wade l'a dit et répété à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est pour ne l'avoir pas bien compris que, ça je me plais également à le dire, et en profiter pour lancer un appel, que des jeunes et des femmes avaient pris la décision d'aller s'y assiéger aujourd'hui l'ambassade de France à Dakar pour protester contre ces déclarations à l'Égypte. Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas compris. Le président de la République a été obligé ce matin d'user de toute son influence pour amener justement ces jeunes et ces femmes à ne pas assiéger l'ambassade de France. Pour dire, je répète ce que le ministre d'État Madi Kenya disait hier, nous n'accepterons jamais de dictat venant de qui que ce soit, de quelque pays que ce soit, mais heureusement, comme je l'ai dit tantôt, il faut atténuer tout ça et comprendre que les déclarations à l'Égypte, contrairement à l'ampleur qu'on lui a donnée, n'étaient pas du tout ça. Il a voulu dire, à partir de 2012, il faut que le président Wade pense à l'alternance générationnelle, et c'est ce que exactement le président Wade est en train de dire et en train de faire. Donc à ce niveau, véritablement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Voilà, le président de la République était aujourd'hui à Tivaouane. Comment était l'accueil? Les jeunes avaient promis de lui barrer la route. Vous savez, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Il y a eu foule à Tivaouane, vous le verrez sur à travers les différentes télévisions qui étaient sur place. Ça s'est très bien passé. Il a été bien accueilli par les chefs religieux, comme il est bien accueilli partout d'ailleurs au niveau de toutes les familles religieuses. J'ai même suivi des reportages au niveau de certaines radios où on a parlé de union, ce qui n'était pas du tout le cas. Et nous avons l'habitude de dire que nous sommes des démocrates. On ne peut pas dire que sur place il y a 2000, 3000, 5000 personnes et que une personne ou deux personnes ou trois personnes ne puissent pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Mais pour l'essentiel, il y a une très grande mobilisation à Tivaouane. Le président n'était pas allé à Tivaouane pour cette mobilisation, il était allé rendre visite au Khalif général, comme il le fait à la veille de chaque gamou. Mais il y a une très forte mobilisation de nos frères de Tivaouane, de nos frères de Thiès et de tout le département de Tivaouane. Il a été bien accueilli par le Khalif général de Bourite. C'est exactement la même chose, c'est la même famille, c'est les mêmes confrères. Donc par le Khalif général de Tidiane, ils ont eu un entretien très fructueux et le président est revenu de Tivaouane réconforté, renforcé et véritablement très satisfait de l'accueil qu'il a eu à Tivaouane. Parlons justement des khalifs, des ndigal, des contre-ndigal, secouent les foyers religieux. Vous savez, il n'y a pas de ndigal et de contre-ndigal. Parce que dans chaque famille religieuse, il y a un khalif qui est le chef de la famille religieuse. Donc la seule voix qui compte, c'est la voix justement de sa khalif général. Nous sommes des talibés. Qu'on soit Mourid, Tidiane, Khadr ou autre, nous sommes des talibés. Et quand le khalif donne un ndigal, l'essentiel des talibés en tout cas se conforme à ce ndigal-là. C'est pourquoi d'ailleurs vous l'avez constaté. Quand le khalif général des Mourides, quand le khalif général des Tidiane, par la voix de son porte-parole Seni Abdou Aziz Sy, on demande aux Sénégalais de revenir au calme et à la sérénité, j'ai eu beaucoup de réactions. Des Sénégalais qui nous ont dit, nous nous conformons au ndigal. S'il y a d'autres Sénégalais qui pour la circonstance refusent de se conformer au ndigal et qui demain vous retournez à Touba, à Tivaouane, à Niassène ou ailleurs pour demander le suffrage de ces marabouts-là, ils nous trouveront sur leur chemin où nous les attendrons de pied ferme. Ce qui est clair donc en résumé, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-ndigal. Les seuls ndigal qui devaient être donnés ont été donnés ou ne seront pas donnés par les khalifs généraux. Quand quelqu'un d'autre parle en son nom, il parle en son nom propre et non au nom du khalif général de la confrérie du Conseil. Vous avez vu ce qui s'est passé à Touba par exemple. Le khalif général a été obligé de monter au créneau, de dire que ce que son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre a dit, c'est lui qui l'a dit, et que personne ne peut parler au nom du Khalif en dehors de Serigne Bass Abdou Khadre. Donc de ce point de vue également, je pense qu'on est dans une période assez trouble, assez confuse, où il y a beaucoup de marchands d'illusions, mais la vérité elle est là, et la vérité finit toujours par triompher.
Elle commence déjà à triompher, elle triomphera demain. Voilà, la vérité finira par triompher, vous l'avez dit, monsieur le ministre, porte-parole du président de la République, Serine Bakendiaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Voilà, ouverture de la campagne électorale, le SYNPICS prend les devants. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication a insisté hier sur la sécurité et le comportement des reporters face à certaines pratiques. C'était face à la presse, compte rendu Fatima Taba. Ils vont pas pouvoir partager des informations liées à la sécurité des reporters lors de la campagne électorale. C'est le but de cette conférence de presse. Pour cela, le SYNPICS a tenu des rencontres avec les forces de sécurité et de défense intervenant dans la couverture des élections. La gendarmerie a été représentée par un commandant, l'armée par un commandant, la police par le colonel Alioune Ndiaye, et on a repris cette session. Nous avons donc discuté avec les forces de l'ordre. Et ces consignes de sécurité, au nom du SYNPICS, je les ai envoyés à tous les rédacteurs en chef. Si vous allez dans les rédactions, demandez pour que vous puissiez les imprimer, vous en imprégner et avoir la bonne attitude sur le terrain. Pour permettre aux reporters de faire le travail en toute sécurité, le SYNPICS a mis en place une équipe de veille et d'alerte. Un numéro vert est d'ailleurs mis à leur disposition. Il y aura une équipe en permanence ici, comme nous l'avons fait en 2007, qui va veiller au grain. Voilà, en cas de pépin, en cas de problème. Donc, Diatou et son équipe pourront, ma foi, intervenir directement. Les patrons de presse sont aussi interpellés pour une bonne prise en charge de leurs reporters. Il n'y a aussi aucune contrainte. Qui veut prendre le gilet, qui veut ne prend pas. En tout cas, nous avons discuté avec les patrons de presse et certains ont commencé effectivement à passer des commandes et on a fait le plaidoyer pour qu'on puisse en donner même aux chauffeurs. À travers un document envoyé à toutes les rédactions visant à sensibiliser les reporters, le SYNPICS invite à la prudence. Selon la structure, aucun article, aucun reportage ne vaut la vie. Nous en venons à l'actualité internationale qui nous conduit d'abord aux États-Unis, au Costa Rica et au Proche-Orient, à Gaza précisément, où le convoi du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a essuyé des jets de pierre. Le convoi de Ban Ki-moon accueilli à Gaza par des jets de pierre et de chaussures. Ces manifestants reprochent au chef de l'ONU de ne pas rencontrer les familles de Palestiniens détenus par Israël. Ban Ki-moon termine 3 jours de tournée en Jordanie, Israël et dans les territoires palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU a encouragé Israéliens et Palestiniens à reprendre leurs discussions. Il presse également l'État hébreu d'arrêter ses colonisations. Facebook prépare une entrée en bourse fracassante. Chiffrée pour le moment à 5 milliards de dollars, elle s'annonce comme la plus grosse introduction boursière de la net économie. Le réseau social qui compte 845 millions d'utilisateurs a été créé il y a 8 ans par l'Américain Mark Zuckerberg. Il a révélé son chiffre d'affaires jusque-là secret, 3,7 milliards de dollars en 2011, un résultat qui a impressionné les analystes financiers. Au Costa Rica, ces petits paquets noirs sur des bateaux ont éveillé l'attention des autorités qui patrouillaient près de la frontière avec le Panama. Ils ont trouvé à bord 1963 sacs avec à l'intérieur de la cocaïne. Saisie totale, 2 tonnes de drogue d'une valeur de 6 millions de dollars. Les gardes-côtes et la police ont arrêté 5 hommes, dont 3 Colombiens. Le Costa Rica est de plus en plus utilisé comme plaque tournante par les trafiquants pour acheminer la drogue de la Colombie vers le Mexique. Retour à l'actualité nationale. À l'occasion de son 75e anniversaire, la famille littéraire a tenu à rendre un hommage vibrant à son doyen Mbaye Gana Kébé. Les hommes de lettres réunis à Keur Birago ont revisité l'œuvre de ce grand monsieur qui a participé donc à hisser encore plus haut le flambeau littéraire sénégalais. Ils étaient nombreux à prendre part à cette cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck. C'est un reportage de Djibidja. Toute une vie au service de la littérature mérite bien des honneurs. Des personnalités de différents secteurs d'activité sont venues rendre un hommage mérité à Mbaye Gana Kébé. Ils se sont tous accordés sur le fait qu'il est un illustre écrivain et que sa plume a ravi à plus d'un titre les férus de littérature. Mbaye Gana Kébé est un homme de consensus parce que c'est un homme de conviction. Exigeant envers lui-même et attendant, je dirais, arrachant de l'autre les mêmes nobles attitudes et sentiments. Mbaye Gana a consacré la totalité de sa vie à la littérature.
car il est né poète. Il est poète, comme disait l'humoriste, dans les chromosomes. C'est très profond. Ce natif de la cité du Rail et ancien de l'école normale William Ponty a publié plusieurs ouvrages, notamment L'Afrique a parlé, Kalasikine, Ébénique pour ne citer que cela. Avec une trentaine de livres à son actif, le doyen Mbaye Gana transmet ainsi aux générations futures une riche bibliothèque. Ce sage du village des écrivains dépose sa plume mais ne compte pas s'éloigner de sa famille littéraire. Je suis profondément ému, surtout lorsque j'ai entendu retracer mon cheminement dans le monde de la culture. Moi qui, comme on l'a dit, suis le plus publié en Afrique avec 38 ouvrages et un qui va paraître sur l'armée nationale du Sénégal. Un hommage, oui, c'est le passé revisité. C'est une façon de s'arc-bouter dans le présent afin de passer à l'avenir. J'ai présenté mes adieux à l'Association des écrivains du Sénégal, une association que j'ai eu à présider, une association où j'ai toujours été traité en devancier, en patriarche et en conseiller. Dans ses écrits, Mbaye Gana Kébé a réservé une part belle aux enfants. Dramaturge, essayiste et romancier, le doyen Mbaye Gana peut être fier de son legs à la culture sénégalaise et à la famille littéraire en particulier. Le Gamou de Tivaouane se prépare activement à quelques jours de l'événement. Le ministre d'État Aïda Mbodj était dans la cité religieuse. Le ministre de la Famille a apporté sa contribution pour la réussite du Gamou. Elle a été reçue par le calife général et le porte-parole de la famille Tidiane, Pape Bonatia. Accompagné des membres de son cabinet, le ministre d'État, ministre de la Famille, des organisations féminines de l'enfance et de la petite enfance arrive à Tivaouane. Aïda Mbodj a été respectivement reçu par le calife général et son porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy Junior. Le ministre de la Famille est venu s'enquérir des dispositions prises par son département pour la réussite de l'événement. Elle a profité de l'occasion pour lancer un message de paix à tous les citoyens. Il y a des réalités au Sénégal et quand on est imbu de ces réalités, quand on maîtrise ces réalités, on peut se rassurer. On peut se rassurer quant à la stabilité du pays. Personne ne pourra, avec les hommes de Dieu qui sont sur place, sous terre, les hommes de Dieu qui continuent d'évoluer et qui nous donnent leurs conseils, qui nous font leurs prières, nous ne pouvons pas être déstabilisés, nous ne pouvons pas être préoccupés par une quelconque situation. Et je pense que les allumeurs de feu, comme Ossas dit, ceux qui sont susceptibles de créer une quelconque situation pour créer une déstabilisation de la paix ou bien créer des problèmes qui pourront entraver la paix au Sénégal, pourront se rendre compte qu'effectivement nous pouvons compter sur des réalités socioculturelles, religieuses ici au Sénégal pour savoir que les prières des hommes de Dieu nous accompagnent. Le porte-parole du calife a vivement salué la diligence et la disponibilité des services de l'État pour la réussite du Gamou. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Ibn n'a pas manqué de prier pour un Sénégal de concorde et de paix. Avant de quitter la ville sainte, Aïda Mbodj a été aussi reçu par Serigne Mbaye Sy Abdou et Serigne Mbaye Sy Mansour qui ont aussi formulé des prières pour le Sénégal. Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, également à Tivaouane, Aminata Lo, a apporté l'appui du gouvernement pour un bon déroulement du Maouloud. Le porte-parole du calife général des Tidianes, qui a eu un entretien avec le ministre de l'Action sociale, a prié pour le Sénégal et la Oumma. Compte rendu, Cherfal. Le porte-parole du calife général du Tidiane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, ne se fatigue jamais. C'est au pas de charge qu'il a reçu le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Le Gamou de Tivaouane rime avec l'affluence des grands jours. Forcément, le volume de la consommation augmente et les besoins dans ce domaine des denrées de première nécessité s'accentuent. Le ministre de la Solidarité nationale était justement dans la capitale du tidianisme pour apporter l'appui du gouvernement pour un bon déroulement
déroulement du Maouloud. C'est un geste de solidarité que je viens de faire au nom du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, au nom du gouvernement, M. Souleymane, au nom du Premier ministre Souleymane Ndéné et de tout le gouvernement. Donc, je suis venu faire donc des gestes de solidarité à l'endroit des foyers religieux, mais aussi de toutes les familles de Tivaouane. Nous avons aussi ciblé dans ces familles de Tivaouane les personnes démunies, bien évidemment, et les personnes handicapées pour leur permettre de célébrer le Gamou dans les meilleures conditions. En tout cas, je suis très rassurée puisque le Sénégal est un pays à 95% de musulmans et donc un musulman doit à tout instant prier et le marabout a beaucoup prié pour que la paix reste et demeure dans notre pays. Son déplacement est fort apprécié par les autorités religieuses de Tivaouane qui saluent ce geste qui va dans le sens de réunir les bonnes conditions de séjour des pèlerins. Aminata Lo se rend dans une cité qui aborde la dernière ligne droite du Maouloud 2012. Ce qui, comme l'a souligné le porte-parole du khalife général des Tijanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, est venu à point nommé. Car les pèlerins en ont grandement besoin. Le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale est largement revenu sur l'esprit de cet appui. Des prières ont été dites pour un Sénégal stable. À 48 heures du Maouloud, les préparatifs se poursuivent au quartier Kermam El Hadj à Thiès. Une opération de désinfection a été menée par le service d'hygiène. Cela entre dans le cadre d'une action mise en œuvre par la structure pour que le Gamou se passe dans les meilleures conditions d'hygiène et de salubrité. Abdoulaye Sinkare. Après les coups de balai, place à la désinfection. À Kermam El Hadj, il n'y a pas de coin où la pompe ne passe et repasse. L'opération entreprise par les services d'hygiène comporte entre autres volets la lutte contre l'insalubrité, le contrôle de la qualité de l'eau et la surveillance des cuisines populaires. Il y aura une politique qui sera développée à ce niveau où il y aura des volontaires de la Croix-Rouge, de la DPCI et du service national de l'hygiène qui seront déployés à ce niveau pour contrôler et sensibiliser en même temps et assister les préparateurs d'aliments parce que c'est le nœud gordien de la situation. Parce que quand on parle d'événements religieux, on parle de l'alimentation et de boissons. L'autre aspect qui est à contrôler aussi, c'est l'évacuation des effluents septiques. C'est la surveillance du point de dépotage afin que les camions vidangeurs n'amènent pas les effluents dans des lieux qui pourront entraîner des troubles de l'ordre public sanitaire. L'intervention des agents d'hygiène avant et pendant le Maouloud se résume en un triptyque contrôle, assistance et sensibilisation avec pour finalité la neutralisation de tous les vecteurs de maladie. Après le travail, les agents ont rendu visite au Khalif. Ce dernier s'est réjoui de l'apport constant de ce service de l'État pour le bon déroulement du Maouloud avant de formuler des prières pour un Sénégal de paix. Louga veut renforcer son patrimoine culturel. Dans cette dynamique, la famille omarienne projette d'y bâtir une grande mosquée. Le projet est porté par l'actuel calife Thierno Bassirou Tall, qui a déjà plusieurs réalisations à son actif. Mamadou Samabao. Une résidence Thierno Muntaga Daha pour loger les fidèles et autres exégètes qui viennent souvent à Louga s'abreuver à la source spirituelle intarissable du djihadiste grand soufi El Hadj Omar Foutiyou Tall. Une mosquée articulée à un mausolée où reposent des khalifes du Cheikh, parmi lesquels Thierno Muntaga Daha Cheikh Omar. Des projets qui tenaient à cœur l'actuel khalife aujourd'hui réalisés, Thierno Bassirou Tall a repris le pinceau pour dessiner d'autres infrastructures encore plus ambitieuses. Il a en vue la réalisation d'une très grande mosquée omarienne à Louga également, dont la maquette est déjà prête, conduite par ses enfants sous l'une des guidances de Cheikh Nour. Alors la maquette est déjà prête et déjà introduite même dans un site internet. Autre projet néanmoins important du Khalif, rassembler toute la famille omarienne de l'Arabie Saoudite en Afrique de l'Ouest, de Alwar à Degembere. Et il a commencé à le faire en regroupant les aînés de chaque famille et en les mettant sous sa coupole. Rassembler sous une même bannière toute la famille omarienne d'abord
et toute la communauté musulmane en général, le Fouta en particulier, sur les traces de son ancien grand-père El Hadj Omar. Des projets auxquels adhère la famille qui se donne déjà rendez-vous aux prochaines ziyaras de Bandiagara et de Kougnakari, prévues courant 2012. C'est l'imam Cheikh Tidiane Cissé qui dirige la grande mosquée de Medina Baye depuis août 2008. Il poursuit ainsi l'œuvre de son grand frère, feu imam Hassan Cissé, né en septembre 1955 à Kaolack. Imam Cheikh Tidiane Cissé a été élevé au rang de citoyen d'honneur de l'État d'Atlanta aux États-Unis. C'était en janvier 2011, Bachir Ba. En 2009 déjà, le Centre d'études stratégiques de la Jordanie classé Cheikh Tidiane Ali Cissé 32e des 500 personnalités musulmanes les plus influentes au monde. L'imam de Medina Baye est né le 22 septembre 1955 à Kaolack. Son grand-père Cheikh Ibrahim Niass et son père Cheikh Ali Cissé s'occupent de son éducation. En 1973, il se rend au Caire. Il décroche son brevet et est major de sa promotion. Imam Cheikh Tidiane tente le bac en classe de première. Il l'obtient en se classant 5e. Le petit frère de feu Imam Hassan Cissé s'inscrit à Al-Azhar où il se spécialise en hadith prophétique. En 1981, il obtient sa licence. C'est dans la même année que son père lui donne le Ijaz al-Mutlaq. Il s'envole en 1985 pour les États-Unis dans le but d'apprendre l'anglais. Cheikh Tidiane Ali Cissé se lance à son retour dans les affaires. En 2001, il est nommé commissaire général au pèlerinage. Aujourd'hui, il poursuit l'œuvre de son grand frère. Il convertit à l'islam des citoyens du monde et répand la tariqa Tidjane. En même temps, il mène des missions pour le compte du Sénégal. Il est ambassadeur dans le cabinet du président de la République. Il maîtrise l'arabe, le wolof et le hausa. Il parle également le français et l'anglais. Le rétablissement des droits du peuple palestinien a toujours été une priorité pour Baye Niass. De son vivant, le saint homme a œuvré pour l'égalité des droits des individus. Aujourd'hui, son œuvre est perpétuée par ses descendants, nous dit Ibrahim Andang. Attaché à Jérusalem ou Al-Quds en arabe, Medina Baye se mobilise chaque année pour défendre la cause palestinienne avec cette journée dédiée à Al-Quds. Au nom du peuple palestinien et des peuples frères arabes, l'ambassadeur de la Palestine à Dakar a remercié la famille Cheikh al-Islam, Ibrahim Niass. De son vivant, Baye Niass a largement contribué à l'union des peuples musulmans dans un seul but, l'adoration d'Allah, mais aussi et surtout s'identifier au modèle que constitue l'élu des hommes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Al-Quds, Al-Sharif, est le lieu d'où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait effectué son voyage nocturne. À cela s'ajoute que les premiers musulmans priaient en direction de Masjid al-Aqsa avant que celle de la Mecque ne se rétablisse plus tard par le prophète en application d'une recommandation divine. La situation sur le terrain est extrêmement préoccupante et cela sur le trois segments qui constituent le territoire palestinien sous occupation israélienne depuis 1967, Gaza, Cisjordanie et Jérusalem. L'intégration des peuples a toujours été une idée défendue par Cheikh Ibrahim Niass. Le Saint-Homme a toujours fait de cette mission une priorité. La déclaration de la lutte pour la restauration des droits des Palestiniens est historique pour la ville sainte de Medina Baye. Chaque année, des propositions sont faites pour un combat juste et équilibré. C'est en 1975 que le nommé l'imam de la Faïda Tidjane a quitté ce bas monde. Aujourd'hui, cette journée dédiée au peuple palestinien par Baye Niass reste toujours d'actualité. La famille de Chérif Adrabé de Daro à Saint-Louis a sacrifié à la tradition. Les petits-fils de Cherna Chersadbou, fondateur du Hadria, ont célébré la nuit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cheikh Al-Khalifa a invité les populations à préserver la paix et les équilibres sociaux. Ibrahim Fall Junior. C'est dans cette ambiance indescriptible, presque innommable, et qui rappelle l'atmosphère des grands moments de volupté religieuse
que Cheikh El Khalifa, homonyme du premier fils de Cheikh Cheikh Sadbou et petit-fils direct de son homonyme, a parcouru les 250 mètres de tente qui accueillent ces milliers de fidèles venus d'ici et d'ailleurs pour sacrifier à cette nuit dédiée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce gamou initié par Chérif Adramé il y a quelques décennies est le plus grand rendez-vous des fidèles khadr après le pèlerinage de Nimzat. Et pour cause explique celui que l'on nomme Cheikh El Khalifa Borom Gelemgi ou l'homme à la chamelle enturbané des 3 couleurs mystiques. C'est parce qu'à l'origine cette soirée n'avait d'autres objectifs que de rappeler au souvenir des hommes la vérité, celle de l'unicité de Dieu, mais également de célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans ce contexte de turbulence sociale, le cheikh a invité les populations à construire la paix et à ne pas succomber aux tentations des pouvoirs d'ici-bas qui sont du reste évanescents et sans gloire. Gamou de Mboléré édition 2012, chaque année, ce grand rendez-vous religieux draine des milliers de pèlerins. Ils viennent des 4 coins du pays et même de l'étranger. Cette année, le marabout a sensibilisé les populations sur la paix et la solidarité entre les musulmans. Par ailleurs, le président de la République a offert une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour l'achèvement des travaux de la mosquée de cette cité religieuse, Turoudia. Le Gamou de Mboléré est organisé par la famille de Feu Imam Daouda Dia. Mouhadam Tidjane, Feu Daouda Dia avait reçu l'ordre de son guide spirituel de célébrer chaque année cette grande nuit religieuse. Ce guide spirituel, c'est El Hadj Malick Sy. Maodo avait une confiance totale envers lui. Ainsi, il lui confie à sa fille, Oumou Malick Sy. Il est célébré pour la première fois en 1916. Depuis lors, parents, fidèles, amis convergent vers la cité religieuse pour commémorer ce grand rendez-vous religieux. Pour cette 96e édition, Mboléré a une fois de plus battu le record d'affluence. Très satisfait de la mobilisation, l'actuel calife Imam El Hadj Moussa Dia n'a pas manqué de formuler des prières pour l'union des cœurs et des esprits pour un Sénégal émergent. Le porte-parole de la famille Dia a profité de l'opportunité qui lui est offerte pour féliciter et remercier toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de l'événement. Le député Alioune Dia a aussi rappelé aux autorités étatiques présentes l'une des doléances exprimées par les populations de la localité. Il s'agit du butumanche de l'axe qui sépare le département de Mboléré à la commune de Dara, distant de 40 km. Voilà, après cette édition, vous pourrez suivre, donc vous pourrez retrouver l'équipe de la RTS qui est actuellement à Saint-Louis. Avant de nous quitter, ce communiqué du ministère des Transports terrestres, des Transports ferroviaires et de l'aménagement du territoire, à l'occasion du Gamou de Tivaouane édition 2012, prévu le samedi 4 février 2012, les véhicules sénégalais de transport public et privé de personnes ayant une police d'assurance et un certificat d'aptitude à la visite technique en cours de validité sont autorisés à circuler librement sur les itinéraires aboutissant à Tivaouane et autres durant la période du 28 janvier au 11 février 2012 inclus. Les autres véhicules utilisés occasionnellement pour le transport des pèlerins peuvent bénéficier d'autorisations exceptionnelles de suppléments de places délivrés par les divisions régionales des transports terrestres après avoir satisfait aux dispositions suivantes: aménagement adéquat pour le transport de personnes, certificat d'aptitude à la visite technique en cours de validité, attestation d'assurance couvrant les personnes transportées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voilà, avant de nous quitter, je vous l'annonçais donc, l'équipe de Tivaouane est sur place. Nous nous rendons directement dans la cité religieuse. Voilà, nous sommes peut-être avec Cher Traoré. Nous allons retrouver donc l'équipe de Tivaouane tout à l'heure après cette édition qui est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.